L'immunothérapie est un traitement contre le cancer qui consiste à entraîner le système de défense de l'organisme afin qu'il attaque les cellules cancéreuses. Bien sûr, comme tous les traitements, il induit des effets secondaires. Heureusement, il existe des solutions pour les prévenir et les gérer. Bonjour professeure Caroline Robert. Bonjour. Est-ce que tous les médicaments d'immunothérapie ont des effets secondaires? Alors, les effets secondaires sont très fréquents, mais peut-être devrait-on dire qu'il y a plusieurs types d'immunothérapie du cancer. Je vais surtout parler des immunothérapies qui bloquent des récepteurs qui sont des freins normaux du système immunitaire. C'est vraiment les médicaments qu'on utilise le plus en cancérologie. Ils sont arrivés sur le marché il y a une dizaine d'années. C'est une révolution thérapeutique. Dans le mélanome, ça a vraiment changé le pronostic des patients. Et dans beaucoup d'autres cancers, c'est utilisé aussi. Et on bloque des récepteurs qui s'appellent par exemple PD1 ou PDL1. Et en bloquant des récepteurs qui sont des freins, on active le système immunitaire. Le problème, c'est que, alors que nous, on veut que le système immunitaire aille se battre contre les cellules de cancer, qui sont quand même un petit peu différentes des cellules de l'individu, mais ne pas oublier quand même qu'elles naissent des cellules de l'individu, même si elles ont des mutations et qu'elles sont un peu différentes. Eh bien, si on sait ça, on comprend que les lymphocytes qu'on va stimuler avec nos immunothérapies, parfois, ils peuvent aussi faire un peu de zèle, entre guillemets, et aller aussi attaquer des organes qui fonctionnent tout à fait bien, et aller donc cibler d'autres organes. On n'arrive pas aujourd'hui encore à faire des immunothérapies tout à fait ciblées sur le cancer. Alors, les organes qui peuvent être atteints, lesquels? Ça peut être à peu près tous. En fait, c'est assez rare. Ça peut arriver qu'un patient qui reçoit un anti-PD1 nous dise écoutez, je vais très bien, j'ai aucun effet secondaire. C'est rare. Les effets secondaires sont assez fréquents. Dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas très graves, mais on a un certain nombre d'effets secondaires peu fréquents qui peuvent être graves. Donc ça, on peut en reparler. Ce qui est important aussi de dire aux patients, même si ça c'est pas valable pour un patient donné, mais statistiquement, on a quand même montré que certains effets secondaires étaient associés à une bonne réponse thérapeutique. Parmi ceux-ci, il y a le vitiligo. En fait, c'est pas vraiment un vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie de la peau auto-immune qui résulte en une dépigmentation de la peau. Donc, il y a des taches blanches, des taches où on n'a pas en fait les cellules qui créent notre pigmentation, les mélanocytes. En fait, on peut bien comprendre que un type de vitiligo puisse être induit par nos immunothérapies parce que le lymphocyte va se battre contre le mélanocyte cancéreux qui fait le mélanome, mais parfois, il va aussi pouvoir détruire un mélanocyte normal qui est responsable juste de notre coloration de la peau et on va avoir des plages dépigmentées sur la peau. Et bien cet effet secondaire-là, en moyenne, est associé à une bonne réponse. Donc ça se voit quand on traite un patient qui a un mélanome, c'est pas pareil pour les autres cancers, mais il y a certains autres effets secondaires qui ont l'air quand même d'être associés à une bonne réponse. C'est pas le cas tout le temps, mais ça peut être une façon aussi pour les patients de supporter certains effets secondaires. Est-ce que certains effets secondaires sont mortels? Malheureusement, et très très rarement, ça peut arriver qu'il y ait un effet secondaire très grave qui touche par exemple le cœur ou qui touche le tube digestif de façon très sévère. Mais c'est pour ça que maintenant, avec une dizaine d'années d'expérience, on a vraiment mis en place, tous les gens qui prescrivent des immunothérapies font des examens au préalable, font des prises de sang. Alors on ne peut pas prévoir toujours, mais surtout ce qui est très très important, c'est de bien expliquer au patient que si il a quel que soit le symptôme qu'il présente, qui lui paraît un peu étonnant, il va falloir qu'il nous contacte vraiment très rapidement pour qu'on puisse faire les examens s'il y a des examens à faire et le faire venir si besoin pour diminuer ce risque. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de façon très rare des effets secondaires très graves. Comment on peut prévenir ces effets secondaires ou y faire face? Prévenir ces effets secondaires, c'est impossible parce que c'est imprévisible autant que la réponse au traitement. En fait, ça c'est vraiment le but de tout ce qu'on fait dans nos laboratoires de recherche. On essaye de savoir à l'avance qui va répondre positivement au traitement, qui va faire des effets secondaires pour essayer d'améliorer le rapport entre le bénéfice et le risque du traitement. Mais on ne sait pas faire ça encore. Par contre, on sait que certaines personnes sont plus à risque. Si vous avez déjà à la base une maladie auto-immune, ça veut dire que votre système immunitaire il est un peu prêt à s'emballer. Donc là, on sait que le risque est plus important. Alors, tout dépend de la maladie auto-immune. Il y a certaines maladies qui ne sont pas contrôlées par les traitements
Imaginons quelqu'un, avant d'avoir un cancer, a une maladie auto-immune, par exemple une maladie de Crohn, une maladie du tube digestif, qui n'est pas bien contrôlée par le traitement. Là, on ne va pas donner d'immunothérapie à ce patient-là, parce qu'on sait qu'on va forcément aggraver sa maladie de Crohn. En revanche, si on a par exemple une maladie auto-immune qui a détruit la thyroïde et qu'on a déjà des hormones thyroïdiennes qu'on prend tous les jours, je dirais le mal est fait. Donc ça, c'est pas une maladie auto-immune qui va nous empêcher de donner le traitement, mais on va se méfier parce qu'on se dit peut-être qu'il y a une petite ambiance chez ce patient où le système immunitaire est quand même très actif. On sait que les effets secondaires sont un peu plus fréquents chez ces patients-là. Mais pour le prévenir vraiment, pour le détecter à l'avance, il y a encore du travail. Et généralement, une immunothérapie, ça dure combien de temps? Ça, c'est la question à laquelle non plus on ne peut pas répondre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre à nos patients et c'est bien frustrant. Il faut leur expliquer que la durée du traitement va dépendre de la réponse au traitement. La bonne nouvelle, c'est que parfois, dans les meilleurs cas, on peut arrêter le traitement par immunothérapie. Pourquoi? Parce que le patient a très bien répondu au traitement et qu'il n'y a plus de cancer. Et ça, en tout cas pour le cancer dont je m'occupe moi, le mélanome, le cancer de la peau qui peut être très agressif, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Donc ça, depuis l'avènement des immunothérapies, il existe un petit nombre de patients, à peu près 15% des patients, chez qui la réponse est tellement bonne qu'on arrête le traitement. Et maintenant, on a un recul de 6-7 ans et on sait que dans plus de 85% des cas, il n'y a pas de récidive alors même qu'on a arrêté le traitement. Donc ça, c'est formidable. Et en général, ce traitement, il est reçu pour environ 1 an. Parfois, on arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a une toxicité. Alors là, on est obligé d'arrêter une toxicité de type donc des effets secondaires dont on a parlé avant. Donc là, on arrête. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut toujours, avant de se poser la question peut-on reprendre ou pas, parce que selon les effets secondaires, on peut, après un petit temps d'arrêt, reprendre le traitement. Mais avant de reprendre, il faut toujours faire un scanner ou un PET scan, enfin une évaluation, parce que parfois, on va voir que ça a bien répondu. Et tant que le cancer ne reprogresse pas, ça c'est très important comme information, parce que même on a beaucoup de collègues qui nous demandent un avis, qui nous disent est-ce que je peux reprendre le traitement, le patient a fait je ne sais quel effet secondaire. Et nous, on leur dit toujours attendez, faites votre scanner et regardons si c'est en train de reprogresser le cancer. Parce que si ce n'est pas le cas, on va pas reprendre. Et quelquefois, on aura la bonne surprise d'avoir fait 1 ou 2 injections, d'avoir eu un traitement très très court, gros effets secondaires, donc on arrête. Et puis, qu'est-ce qui se passe? En fait, la réponse, elle est déjà là. Ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se pose vraiment la question de la durée du traitement. Et très probablement, on traite trop longtemps nos patients. Mais on n'a pas encore d'indication pour savoir quand arrêter. Mais bon, on sait que quand il y a une bonne réponse, le fait d'avoir arrêté pour une toxicité ne va pas diminuer la durée de cette réponse. Donc ça, c'est très rassurant pour les patients qui sont parfois inquiets, qui disent « Attendez, mais docteur, j'ai eu qu'une injection de ce traitement, on était parti pour plusieurs mois, j'ai eu qu'une injection. » Ben non, chez vous, ça a suffi. Et moi, j'ai beaucoup de patients dans mon service qui ont reçu 1, 2 injections et qui vont très bien. Et ça fait 7 ans et tout va toujours très bien. Donc ça, c'est formidable. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver aussi. En tant que patiente ou patient, à qui je dois m'adresser quand j'ai des effets secondaires? Il faut absolument, ça vraiment les équipes médicales le font, ou si elles ne le font pas assez, il faut que le patient leur demande, il faut avoir toutes les informations pour contacter l'équipe. Alors, selon les hôpitaux, selon les services, on a parfois des infirmières qui peuvent être là en contact. Nous, on a des équipes de secrétaires qui sont très très habitués à répondre aux patients et qui sont très joignables. On a les médecins qui peuvent être joignables par mail parfois, mais il faut toujours avoir une façon vraiment accessible de communiquer avec son équipe soignante à tout moment. Et il faut savoir aussi quoi faire s'il y a quelque chose qui arrive la nuit ou en week-end. Il faut savoir s'il faut aller aux urgences de cet hôpital qui vous suit ou aux urgences de proximité. Il faut poser toutes ces questions. Ce n'est pas parce qu'on les pose que ça va arriver, mais il faut vraiment bien border les choses pour être rassuré. Professeur Caroline Robert, vous êtes chef de service, vous êtes immunothérapeute, dermatologue et vous parlez de vos patients comme des partenaires de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors c'est vrai que depuis que j'ai commencé la médecine, quand j'étais interne et quand je vois le chemin qui a été fait
depuis lors, ça a beaucoup changé. Les patients sont hyper informés et quand ils ont des questions, vraiment c'est très important qu'on puisse leur répondre. Et je me suis aperçue au fil des temps que c'était des partenaires parce que souvent ils ont des très bonnes idées et en plus les solutions qu'ils choisissent pour eux quand on leur dit parfois bah là on peut faire ça ou ça, c'est quelque chose qui autrefois gênait beaucoup les patients et disaient bah non docteur c'est vous qui devez me dire quoi faire. Maintenant ils gèrent beaucoup mieux ces situations parce que c'est vrai que quelquefois il n'y a pas une solution toute donnée comme ça. On dit voilà on peut faire ça ou alors on peut attendre et refaire un scanner et les patients ils prennent ça vraiment en main et on décide ensemble. Et je pense que c'est un progrès énorme en médecine. Alors parfois, cette très grande information, elle s'associe à des mauvaises informations. Hein. On sait ce que c'est, il y a des fake news aussi en médecine. Mais globalement, c'est plutôt positif et c'est à nous de réorienter. Et quand par exemple un patient me dit, ou une famille de patients me dit « Ah mais docteur, j'ai entendu parler de tel nouveau médicament qui se fait dans tel pays », je fais toujours l'effort. Moi je dis jamais, même quand je pense que c'est quelque chose qui va pas marcher parce que j'en ai entendu parler, mais je fais toujours l'effort de dire « Écoutez, on va vérifier ça ensemble ». Et je trouve que c'est très important que le médecin qui est en charge du patient dise on va vérifier. C'est pas très long d'envoyer un mail à l'équipe dont on parle, d'avoir la réponse, de dire voilà j'ai vérifié et pour telle et telle raison c'est pas possible pour vous, ça se fait pas. Je pense que c'est hyper important de vraiment communiquer aussi pour la prise en charge et les décisions thérapeutiques. Vous êtes dermatologue de formation, spécialiste du mélanome. Qu'est-ce qui vous a amené à l'immunothérapie ? C'est vrai que quand j'ai commencé ma dermatologie, je ne pensais pas qu'un jour je m'occuperais du cancer. Parce que d'abord, je crois que j'avais choisi la dermatologie pour faire des choses pas trop graves, pas trop sérieuses et pas trop prenantes. Et puis, ça a un peu switché à exactement l'inverse. J'ai fait de la recherche, ça m'a amené à la recherche sur le cancer, à l'immunothérapie. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de chance d'avoir vécu cette période de l'avènement de l'immunothérapie. En plus, le mélanome métastatique était autrefois un peu le cancer qui faisait le plus peur. Il n'y avait pas de traitement efficace avant l'arrivée de pas seulement de l'immunothérapie, mais aussi des thérapies ciblées pour un certain sous-groupe de mélanome porteur d'une certaine mutation. On a aussi des thérapies ciblées qui sont efficaces. Et c'est vrai que j'avais travaillé sur l'immunothérapie bien avant. Je faisais partie des gens qui espéraient qu'un jour l'immunothérapie allait vraiment marcher. On était un petit groupe, les congrès d'immunothérapie, c'était très confidentiel. Maintenant, c'est ceux qui regroupent le plus de gens, c'est assez intéressant. Mais j'ai vécu l'arrivée de ces médicaments qui bloquent donc ces points de contrôle. On appelle ça en anglais des immune checkpoints, des points de contrôle donc négatifs, on les bloque. Et ça a été tout d'un coup vraiment un miracle en médecine. Enfin, pour notre situation du mélanome métastatique, mais aussi pour beaucoup d'autres cancers. Beaucoup d'autres cancers sont traités par ces médicaments. En étant dans un grand hôpital qui fait beaucoup d'essais cliniques, on a vraiment été les premiers à constater ça. Et d'ailleurs, quand vous parlez de partenariat avec les patients qui ont les premiers reçu ces médicaments anti-PD1, et qui ont eu un nettoyage total de toutes leurs métastases, c'est eux qui nous ont aidés à arrêter le traitement. Parce que nous, on n'avait jamais eu l'habitude d'arrêter un traitement pour une autre raison que parce qu'il y a des effets secondaires ou parce que ça ne marche plus et il faut essayer de changer. Là, ils nous ont dit, écoutez docteur, moi là ça va très bien maintenant, pourquoi on n'arrête pas? Et au début on était là, on ne sait pas, mais non, nous en fait... Et en discutant avec les patients, en discutant avec les industriels qui développaient ces médicaments, on s'est dit, écoutez, on va essayer. On a dit aux patients, écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer, on va vous surveiller de près, mais effectivement, pourquoi on n'essaierait pas d'arrêter? On a arrêté, 3 mois après ça allait bien, 6 mois après ça allait bien, 1 an, 2 ans. Et c'est grâce aux patients qu'on a modifié nos attitudes thérapeutiques. Donc encore une fois, c'est très important effectivement d'écouter les patients et d'agir avec eux. Ouais. Merci beaucoup, professeure Caroline Robert.